Lorsqu'on interroge des experts, on leur demande souvent de faire des prédictions. Et les gens, collectivement, souvent, se rallient autour de prédictions, autour de scénarios, optimistes ou pessimistes, sur l'avenir du monde. Mais on a très rarement l'occasion de revenir sur ces mêmes scénarios ou prédictions pour vérifier s'ils se sont avérés ou non. Alors aujourd'hui, avec nos trois invités, on fait cet exercice. Donc, si je vous pose la question, est-ce que 2014 est venu confirmer ou infirmer des prédictions, des scénarios qu'on avait faits autrefois? Frédéric. Si je me base sur les relations internationales, je pense que 2014 est venu confirmer un scénario prévisible et n'a pas encore confirmé ou a pour l'instant infirmé un scénario que beaucoup prédisaient. Ce qui était prévisible, à mon avis, c'est une détérioration des relations avec la Russie. Pas nécessairement autour du conflit ukrainien, mais depuis les années 90, on sait que les élites à Moscou ont développé une interprétation tout à fait différente de la scène internationale que celle des Occidentaux, estiment avoir été flouée dans l'après-guerre froide. Et on voit les malentendus se multiplier depuis plusieurs années. Donc, les observateurs de cette région savent qu'il va se produire quelque chose, 2014, 2015, mais en tout cas à moyenne échéance. Ce qui ne s'est toujours pas produit, et c'est intéressant, je me souviens, l'année dernière, au Cerium, on a reçu John Mearsheimer qui prédisait qu'à moyen terme, une guerre était inévitable entre la Chine et ses voisins, et donc avec les États-Unis. Un grand réaliste classique, avec une définition très classique des relations internationales. Exactement, oui. Identifier un nombre de raisons pour lesquelles la Chine devrait entrer en conflit avec ses voisins autour, par exemple, de la mer de Chine du Sud ou encore des îles Senkaku avec le Japon. Et ce qu'on observe depuis l'élection du nouveau président chinois, c'est qu'en fait, les relations sont plutôt stables avec tous les voisins et qu'on ne voit pas véritablement de déflagration à l'horizon. Donc ça, c'est une des bonnes nouvelles, entre guillemets, de 2014. En même temps, c'est quelque chose qui est sur le très long terme. On n'est pas à quelques mois près là, dans ce dossier-là. Mais effectivement, on n'a pas vu de déflagration ou de conflit ouvert avec les voisins de la région. Valérie. Moi, je vais revenir sur la zone sur laquelle je me sens un peu plus compétente pour parler. Donc, c'est revenir un peu à 4-5 ans de distance sur ce qu'on a appelé les révolutions arabes. Oui, le printemps arabe. Voilà, le printemps arabe. Il y avait un article qui circulait beaucoup en sciences politiques dans les années 80 qui formulait une hypothèse intéressante et qui disait finalement, dans le Moyen-Orient au sens large, la démocratie existe sans démocrate. C'est-à-dire qu'il y a une forme de démocratie qui se met en place, différentes échelles, qui permet à des voix de se faire entendre, qui permet à des idées de circuler, qui permet à des biens d'être échangés, qui permet finalement un fonctionnement des sociétés, mais ça ne s'appuie pas forcément sur des démocrates. Et là, il me semble qu'en 2014, ce qu'on peut dire, c'est que les autoritarismes, les dictatures, les systèmes en tout cas ultra-autoritaires du Moyen-Orient ont trouvé une forme de résilience, 4 ans après des mouvements de protestation qui étaient pour beaucoup très inattendus tout de même, qui étaient portés par des catégories de population qui étaient urbanisées, éduquées, qui se retrouvaient du jour au lendemain sans emploi, qui ont été directement en cause la question économique, en fait, qui étaient moins des mobilisations politiques, qui pouvaient l'être aussi, mais qui étaient aussi des mobilisations à vocation de revendication sur le plan économique. Et il me semble que 4 ans après, ce qu'on voit, c'est que les systèmes politiques d'encadrement des populations sont parvenus soit à se maintenir, en changeant les têtes, soit à se reproduire en ayant franchi quelques degrés sur l'échelle de l'intensité de la violence et de la répression. Et là, c'est le cas égyptien ou le cas syrien qui sont le plus typiques. Donc en gros, 4-5 ans après les printemps arabes, une stabilité, une grande résilience des systèmes autoritaires. Peut-être avec la notoire exception de la Tunisie, par exemple. Fabuleuse exception, un système électoral à différents niveaux, un renouvellement, quoi qu'en disent les observateurs sur place, d'une partie de la classe politique, un président sortant extrêmement réactif et en tout cas engagé dans la conversation publique, donc un système, il y a toujours des exceptions dans les réflexions générales. C'est l'exception qui confirme la règle. Absolument. Philippe. Je vous emmène sur un autre terrain, celui de l'économie internationale. Il me semble qu'on a souhaité que les BRICS entraînent la croissance. Brésil, Russie, Inde, Chine. La Russie, elle est pour l'instant hors jeu. Le Brésil également. Reste l'Inde avec une croissance prévue de 6% et la Chine dont la croissance est à 7,5%. On pourrait croire que c'est beaucoup, mais la Chine, il n'y a pas tellement longtemps, était pas loin du 10-11% par année. Donc, établait sur une croissance oui. Ils ont réajusté leur tir, mais n'empêche que l'effet
qui permet d'entraîner l'activité économique internationale par les pays du BRIC s'est estompé. Les analystes cherchent des nouveaux BRIC. De temps en temps, on parle de l'Indonésie, on cherche, mais il n'y a pas grand-chose qui se présente. Bref, il y a ce premier ralentissement-là qui me semble très important et qui montre la précarité, qui fait que finalement, dans le cas du Brésil, c'est tellement évident, ce sont les prix des produits primaires qui ont poussé l'activité économique nationale. Le Brésil n'a pas su s'ajuster et le ralentissement l'a atteint directement. Dans les autres cas, l'histoire de la Russie, on en a parlé. L'Inde fonctionne avec les difficultés propres à son système de gouvernement qui rendent les choses toujours un peu difficiles et avec des ajustements qui sont complets dans une région qui est relativement isolée par rapport à ses voisins. Donc le bilan commercial de l'Inde n'est pas très important pour le reste de la planète. L'autre élément, c'est la surprise du pétrole. Ça fait quand même 5 mois que le prix du pétrole tombe. On en voit quelques effets maintenant, tardivement, sur les prix de l'essence. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui se combinent. Il y a à la fois une baisse de la demande. On a vu les ralentissements économiques qui se traduisent par des même aux baisses de la demande. États-Unis, ça chute après une croissance continue de plusieurs décennies. C'est un peu différent. C'est que aux États-Unis, la baisse de la demande, c'est en fait les économies qu'on réalise grâce aux moteurs de meilleure qualité et à la consommation qui tombe. Dans les pays d'Europe, ça fait assez longtemps que la consommation stagne. Ça atteint les États-Unis maintenant. Et surtout, aux États-Unis, vous avez une augmentation du pétrole de schiste obtenu par fracturation. Donc, il y a plus de demandes, moins d'offres, les prix tombent et ça risque de durer un certain temps. Et là, la conclusion de tout ça, c'est qu'on voit finalement que de la situation économique difficile, précaire actuellement, ce sont les États-Unis qui peu à peu émergent comme étant de nouveau la puissance économique qui a le plus solide. Au niveau financier, l'avantage extrême que leur donne la possibilité justement d'émettre la monnaie de réserve internationale qui est le dollar, leur donne un avantage considérable sur les autres pays. Et à ce moment-là, les États-Unis, plus indépendants au niveau énergétique, voyant leur consommation interne reprendre, sont en train de retrouver la place qu'ils avaient éventuellement perdue par rapport même à la Chine. Bien, justement, j'aimerais maintenant vous inviter à vous prêter au jeu de la prédiction. Comment s'annonce 2015 selon vous, Frédéric? Bien, comme vous le savez, Jean-Frédéric, mes collègues sont d'accord avec moi pour dire qu'en sciences sociales, on n'aime pas faire de prédictions. C'est pour ça que je vous le demande. Mais ce qu'on peut faire, en revanche, c'est identifier des mécanismes qui, toutes choses étant égales par ailleurs, risquent de produire certains effets. Moi, j'en vois 3, ils sont très généraux. Premièrement, on sait en général que les institutions fortes ont tendance à diminuer la propensité au conflit, donc à pacifier. Et donc, on sait que si se produit quelque chose dans une région où les institutions sont faibles, les chances que ça s'aggrave sont plus fortes, alors qu'à l'inverse, par exemple, dans l'Union européenne, dont on prédit toujours la défaite, on peut s'attendre à ce que les choses restent relativement calmes. On sait aussi, par exemple, qu'une classe moyenne importante, bien éduquée, relativement prospère, toutes choses étant égales par ailleurs, est plutôt favorable à la démocratie. Donc ça, c'est le cas tunisien dont parlait Valérie tout à l'heure. Donc moi, je préfère regarder ce genre de choses-là au cas par cas. Est-ce que les mécanismes qu'on produit en sciences sociales finalement nous permettent d'expliquer des choses qui vont se produire, mais en même temps, il y a des choses qui nous échappent totalement. Par exemple, l'évolution du cours du brut, ça ne fait pas partie des choses qu'on est capable de voir dans une boule de cristal. Tout à fait. Valérie? Oui, alors moi je fonctionne plutôt par dossier thématique. Donc moi il y a 2 dossiers qui m'intéressent en particulier. C'est la reconnaissance d'un État palestinien qui a été initié au niveau européen par les Suédois, puis ensuite par la nouvelle Madame Pesk italienne, puis suivie par la France. Donc ça m'intéresse un peu de voir quelle est la portée de ce type, alors pour le coup, d'activité, d'institutions très très fortes. Toujours dans une perspective très accord d'Oslo. On a du mal à réfléchir à l'État palestinien en dissociant territoire et souveraineté. Et peut-être qu'il faudrait penser à d'autres modalités de réfléchir à cette situation en particulier. Donc ça m'intéresse de suivre ce dossier-là et de voir si c'est suivi d'effets et suivi de quels effets. Et l'autre dossier qui me semble extrêmement préoccupant, et là cette fois à une échelle plus planétaire, c'est la question des réfugiés et des déplacements, notamment en raison des modifications climatiques. Parmi les photos qui ont été montrées dans le résumé, on a vu des photos du Brésil et de l'assèchement d'une partie de la zone autour de Sao Paulo, qui prive une partie de la population d'eau. Donc le déplacement de ces populations-là, pas seulement en contexte
contexte de guerre, mais sur un plan, cette fois-ci, plus planétaire. Bien, à suivre, à surveiller plutôt. Philippe? Je poursuis sur l'économie pour vous montrer qu'on a un problème très particulier. On a une stagnation, mais une stagnation, il semble que quelque part, les munitions que l'on utilise généralement pour sortir de ces problèmes-là sont épuisées. C'est-à-dire que l'inflation est à son plus bas, donc on ne peut pas stimuler l'économie en faisant baisser les taux d'intérêt. On a également un endettement qui fait que la plupart des pays européens vivent de 3 mois en 3 mois, c'est-à-dire l'échéance des bons du Trésor qu'il faut refinancer sur le marché en espérant que les taux d'intérêt vont leur demeurer favorables, sachant très bien qu'ils pourraient éventuellement augmenter, créant une catastrophe en chaîne. Donc, il y a une espèce de trêve actuellement où les banques ont décidé on ne va pas leur augmenter les difficultés, mais il suffirait de pas grand-chose pour que des crises de crédit réapparaissent. L'Europe les perspectives de croissance de l'Europe sont très faibles. Le président de la Commission européenne a annoncé un plan de relance de 315 milliards pour les quelques années à venir, pour stimuler l'investissement. De cet argent-là, il ne dispose, semble-t-il, que de 16 milliards. Le reste doit venir, l'économiste a dit que c'était de l'alchimie. Vous voyez comme la confiance semble au rendez-vous. Mais ça a des conséquences. Je veux dire, mes collègues parlent d'institutions. Pour avoir des institutions, en bout de ligne, il faut avoir les ressources. Par exemple, il va y avoir le sommet de Paris sur l'environnement. Éventuellement, on aura un accord qui sera un Kyoto 2, et il n'y aura pas de sous. Le problème va être là. Voilà plusieurs choses à surveiller pour 2015 qui commence très bientôt. Philippe Fauché, Valérie Amirault, Frédéric Mérand, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci également à vous d'avoir été des nôtres. De très joyeuses fêtes et à 2015.